Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le dimanche 15 mars 2020 et il me paraît urgent de faire le point sur la crise dramatique dans laquelle la France est en train de s'enfoncer. Je veux parler bien entendu de la pandémie mondiale et de l'épidémie nationale de coronavirus. Force est de constater qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont jusqu'à présent géré cette crise du coronavirus avec une incompétence, une impréparation, un aveuglement coupable, pour ne pas dire criminel. Ils n'ont tiré strictement aucun enseignement de ce qui s'est passé en Chine depuis décembre 2019 et de la décision des Chinois du 22 janvier 2020 de procéder à des mesures drastiques de confinement des populations. Alors que le gouvernement chinois a très rapidement décidé de mesurer systématiquement la température des personnes pour détecter dans une foule les malades et les isoler afin de casser la propagation du virus, rien de tel n'a été fait en France chez nous. Chez nous, aucune prise de température systématique, notamment dans les centres commerciaux, dans les transports, et quasiment très peu de tests de coronavirus sont disponibles. Alors que l'épidémie a touché à ce jour un peu plus de 100 000 personnes en Chine, où l'on considère qu'elle est en voie de refluer, Mme Merkel a estimé que 60 à 70% des Allemands pourraient être infectés. 60 à 70% des Allemands pourraient être infectés. Je rappelle qu'il y a eu 100 000 cas à peu près en Chine et qu'il y a à peu près 1,450 milliard de Chinois. Donc s'il y avait en Chine 60 à 70% de Chinois infectés, eh bien ça nous fait quelque chose qui ne devrait pas être loin du milliard de personnes et non pas de 100 000. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1 à 1000 entre les projections faites en Allemagne et, comme on va le voir dans un instant, en France, et ce qui s'est réalisé en Chine. Les pourcentages de 60 à 70% qu'évoque Mme Merkel pour l'Allemagne, s'ils s'appliquent à la France, ce qui est admis par certains scientifiques, et d'ailleurs M. Blanquer lui-même l'a annoncé hier, il a annoncé qu'il pourrait y avoir plus de 50% de la population qui serait infectée. Et bien ça signifie que nous pourrions avoir entre, disons, 30, 32 jusqu'à 40 ou 45 millions de Français infectés, c'est-à-dire environ 400 à 460 fois plus que le nombre de Chinois touchés par le coronavirus grâce à l'action extrêmement rapide et énergique du gouvernement de Pékin. Pour se défendre de n'avoir pas pris de mesures préventives rapidement, notamment de confinement, le gouvernement français, par la voix de son nouveau ministre de la Santé, M. Olivier Véran, a décidé, tout à faire cessant, d'incriminer, tenez-vous bien, les réseaux sociaux sur France Inter. Il a expliqué sur France Inter un raisonnement que je n'ai toujours pas compris, que je vous livre, je le cite. Monsieur le nouveau ministre a dit ceci: la Chine a une capacité de réactivité, merci de le reconnaître. Elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement très rapidement, merci de le reconnaître. Je ne suis pas sûr qu'il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on voit bien que le gouvernement français essaye de faire croire que cette mesure de coercition serait une mesure attentatoire aux libertés, une mesure quasiment crypto-fascisante, etc., etc., et que dans un grand pays de liberté comme la France, ce serait extrêmement difficile, la liberté étant les réseaux sociaux. On a un peu l'impression même que ça voudrait dire que si on est amené un jour à faire pareil, il faudra bloquer les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ces raisonnements complètement controuvés et dangereux ? Non, monsieur Véran, le fait qu'il y ait ou non des réseaux sociaux n'a rien à voir avec le fait qu'un État ait de l'autorité et décide avec autorité de procéder au confinement des populations. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement français, contraint par les faits, est en train de faire.
Continuons notre comparaison. Alors que le gouvernement chinois a fait construire en urgence 16 hôpitaux de campagne dans la région de Wuhan, là où est née l'épidémie, et que ce gouvernement en a déjà fermé 14 en raison de la baisse du nombre de cas, ce qui fait que l'opération a été bien menée, ces hôpitaux ont été créés en quelques jours pour faire face à l'afflux de malades. Eh bien, Macron et Philippe n'ont pris quant à eux aucune mesure pour augmenter massivement nos capacités d'accueil et de soins des personnes infectées. Or, les hôpitaux français sont saignés à blanc par des décennies et des décennies d'austérité budgétaire en application des règles européennes. Il en est de même, et bien entendu, des services d'urgence. Or, c'est justement là que le problème, puisque comme le montre le cas italien, où la situation du système hospitalier italien est à peu près comme en France, due aux contraintes européennes, de contraintes budgétaires, et les partisans de ce qu'on appelle l'hôpital des flux et non pas l'hôpital des stocks, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des stocks de machines, des stocks de machines d'intubation, d'avoir des stocks de masques, d'avoir des stocks de gants, d'avoir des stocks de produits hydroalcooliques, d'avoir des stocks qui ne sont pas utilisés, de seringues, de tous les produits dont on a besoin d'un hôpital. Maintenant, c'est systématiquement le flux tendu, c'est-à-dire avoir le moins de stocks possible pour que ça coûte le moins cher possible. Oui. Sauf que qu'est-ce qui se passe lorsque d'un seul coup on a brutalement besoin de stocks 10 à 15 ou 100 fois supérieurs à la moyenne? On est dans cette situation, notamment en Italie, qui a, paraît-il, 6, 7 ou 8 jours d'avance sur nous dans le désastre. Et on apprend que le système hospitalier italien est dans une situation absolument catastrophique. On voit affluer d'Italie des témoignages bouleversants de médecins, d'aides-soignants, d'infirmières qui expliquent qu'ils sont forcés de sélectionner les malades du coronavirus qu'ils vont sauver et ceux qu'ils vont laisser mourir faute de moyens. Puisque vous le savez, la conséquence de cette maladie, c'est qu'elle peut provoquer soudainement une détresse respiratoire et il faut absolument à ce moment-là pouvoir intuber le patient en lui ventilant de l'air directement dans les poumons, voire en lui prélevant du sang, en oxygénant le sang et en lui remettant du sang oxygéné dans le corps, sinon la personne risque de mourir étouffée. Mais pour cela, il faut avoir non pas 7000 lits comme en France, 5, 6, 7 ou 8000 lits d'urgence comme en France, il faut en avoir, au pire de l'épidémie, il faudrait peut-être en avoir 100 000 lits. C'est exactement le problème auquel est actuellement confrontée l'Italie et le problème vers lequel la France fonce tout droit du fait de l'inaction criminelle de Macron et du gouvernement français. Quant aux premières mesures de confinement de la population, Macron et Philippe viennent tout juste de les annoncer, mais c'est trop tard pour tuer dans l'œuf la propagation du coronavirus. Il aurait fallu faire ça à l'aune de l'expérience chinoise. À partir du moment où, je le disais tout à l'heure, les Chinois ont commencé à faire ça le 22 janvier, un gouvernement digne de ce nom aurait fait un examen très précis de la situation en Chine. Ils auraient d'ailleurs très bien pu envoyer une mission à Pékin pour se renseigner sur les tenants et les aboutissants. On a une coopération scientifique franco-chinoise, on a une ambassade à Pékin, on a un service scientifique à Pékin, on a une ambassade de Chine en France. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu immédiatement des contacts qui aient été pris à très haut niveau pour demander aux Chinois pourquoi faites-vous cela ? Quel est l'objectif que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous entendez faire? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que nous, on peut faire autre chose? Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Mais non. Les Français, c'est bien connu, sont plus malins que tout le monde. Et puis les Français sont lancés dans une construction européenne ayant vocation à faire contrepoids à la Chine. Et donc, on a considéré que les Chinois étaient des crétins. Au passage, quand je dis on, j'ai l'impression que la situation est un peu plus compliquée que ça. J'ai l'impression qu'à la tête de l'État, il y a maintenant un véritable problème, c'est que il semble que Macron soit complètement à la masse. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se produire et qui est extrêmement rare dans le gouvernement français. C'est que les deux têtes de l'exécutif se sont quasiment contredites à 48 heures d'intervalle.
elles ne sont plus sur la même longueur d'onde, puisque Macron, le président de la République, a annoncé jeudi 12 mars qu'il allait faire un geste fort. Mais on s'en fout qu'il fasse un geste fort ou faible. Il ne s'agit pas de faire un geste, il s'agit de prendre des mesures d'hommes d'État pour régler un problème sanitaire majeur qui risque de provoquer des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de morts. Normalement, le jeudi 12 mars, Emmanuel Macron aurait dû prendre des décisions fermes et définitives, avec effectivement la fermeture des écoles, des lycées, des collèges, mais également la fermeture des commerces, des restaurants, des bars, etc., et avec le confinement de la population, et éventuellement en ayant recours à l'article 16 de la Constitution. Il ne l'a pas fait, mais c'est Édouard Philippe qui, 2 jours plus tard, l'a fait en annonçant 48 heures après la fermeture d'un grand nombre de commerces. Il s'était pourtant rien passé entre-temps. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a perdu 2 jours. Or, chaque jour compte, puisque chaque jour, le nombre de personnes infectées augmente environ de 25% en France. Ça veut dire qu'en 2 jours, il y a eu 50% de personnes infectées en plus. Ça veut dire que si les décisions avaient été prises dès le 12 mars, on aurait quand même gagné. Or, il s'agit d'une course de vitesse entre l'augmentation du nombre de personnes infectées et les moyens disponibles dans les services de réanimation pour intuber les malades. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre ? Je rappelle d'ailleurs que c'est le même Emmanuel Macron qui, le 9 mars, il y a 6 jours, a jugé bon d'aller avec Dame Trogneux sur les Champs-Élysées pour inaugurer un café, le Café Joyeux, en disant que c'était formidable d'aller ouvrir un café. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. D'abord, un président de la République qui se déplace pour l'inauguration d'un café. Deuxièmement, même si c'est un café pour handicapés, donc pour une cause sympathique, c'est quand même pas forcément le rôle d'un président de la République d'aller inaugurer une brasserie. Mais deuxièmement, 5 jours avant que le gouvernement décide de le fermer. Et j'ajoute encore que lorsque M. Macron s'est rendu à cet endroit, il a fait des plaisanteries totalement déplacées. Il a dit qu'il était mort de rire. Il a plaisanté sur le coronavirus alors que nous savons maintenant de façon certaine que le nombre de morts en France est en train de grimper de façon exponentielle. Ce monsieur qui se rendait voici une semaine dans un théâtre parisien en expliquant qu'il fallait que les Français continuent à vivre comme d'habitude et qu'ils continuent à aller au théâtre et se laisser photographier en Superman comme on l'a vu récemment. Macron il est dingue. Il plaisante de choses qui sont des drames humains effrayants. Il y a déjà plus de 150 morts en France du coronavirus. Ça me rappelle lorsqu'il était allé à Mayotte qu'il avait fait cette plaisanterie qui lui a définitivement aliéné la sympathie de tous les peuples d'Afrique de l'Est lorsqu'il s'est permis de plaisanter sur les immigrants un clandestin venant des Comores pour aller à Mayotte et qui se noie et qu'il avait dit on pêche avec des kwassa, on pêche le Comorien dans le détroit de Mozambique. C'est même pas de l'humour noir, ça n'a même pas de qualificatif. C'est pas tout. Alors que des mesures de plus en plus drastiques sont prises, les élections municipales ont été maintenues pour le dimanche 15 mars aujourd'hui même. Là aussi, on tombe du placard. Parce que soit ça n'est pas grave, auquel cas on peut faire les élections, soit c'est grave au point qu'il faut fermer en urgence les bars, les restaurants, etc., tous les rassemblements humains, auquel cas il faut reporter les élections. On prête, d'après les gazettes, à Macron la volonté d'avoir voulu reporter les élections, et paraît-il que c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui seraient intervenus pour dire qu'il n'en était pas question. Et M. Macron aurait cédé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a l'impression que Macron est une espèce de bouchon sur l'océan qui ne sait plus quoi décider en rien. Est-ce que par hasard il n'y aurait pas eu des considérations de nature politique ? Parce que effectivement,
si En Marche savait qu'il allait faire de mauvais résultats maintenant, il peut anticiper que si on entre dans une période d'épidémie dramatique et qu'il y a des milliers de morts en France, il est possible que si les élections sont reportées après cette bouffée d'épidémie, c'est-à-dire reportées au mois de juin après plusieurs milliers de morts, il est possible que les électeurs soient encore plus sévères avec En Marche. Mais si c'est ça le raisonnement, il est absolument abject. Il est abject. La presse française a également d'ailleurs tiré à boulet rouge sur Donald Trump, parce que Donald Trump a fait du confinement, a fermé les frontières, et aussitôt la presse française relayant les européistes français ont dit que ça n'était pas la bonne façon de s'y prendre. C'est pas la bonne façon de s'y prendre, mais c'est quoi la bonne façon de s'y prendre? C'est s'y prendre comme Macron et Édouard Philippe, avec maintenant une croissance exponentielle du nombre de morts? La France, depuis maintenant une trentaine d'années, depuis même bientôt 40 ans, depuis le traité de Maastricht, et on pourrait même remonter un peu au-delà, depuis une quarantaine d'années, la France s'est dépouillée petit à petit de l'essentiel de son pouvoir, avec notamment cette série de traités européens qui lui a siphonné son pouvoir. En faisant cela, la France s'est affaiblie dans ses moyens d'action. La France, pour cause d'euro, a imposé depuis 2 décennies une austérité sans fin. Cette austérité qui lui est réclamée par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques et par la Banque centrale européenne qui demande sans cesse et sans cesse plus de restrictions budgétaires. Le résultat en est que tous nos services publics, à commencer par les hôpitaux et les services d'urgence, sont désormais exsangues. En se fondant depuis 38 ans dans cette chimère d'Union européenne, la France a progressivement perdu les dirigeants qu'elle avait jadis. Elle n'a plus de chef d'État de la trempe de Charles de Gaulle ou d'un Georges Pompidou. La France est désormais dirigée par des ectoplasmes, des figurants, des personnages de théâtre, des acteurs de cinéma qui sont totalement inaptes à exercer leurs fonctions, qui n'arrivent pas à se montrer à la hauteur du danger. Je l'ai dit et redit, nous n'avons plus de président de la République, nous avons des présidents à usage unique, des Sarkozy, des Hollande, des Macron, qui sont des marionnettes désignées à la tête de la France par les médias et par une oligarchie financière. Et ces marionnettes qui n'ont de cesse que d'apprendre à répondre conformément à ce que leur conseillers en stratégie marketing, en faisant des discours qui n'ont ni queue ni tête, des discours qui alignent des phrases sonores et sans aucune signification, des discours complètement contradictoires dans leurs termes, des en même temps à la Macron, des discours qui ne sont fondés sur rien, si ce n'est que l'aveuglement idéologique et la soumission totale à l'européisme. Ils sont les symboles mêmes de la destruction de l'intelligence de notre pays. La deuxième réalité fondamentale que cette affaire de coronavirus est en train de faire ressortir, c'est que la solidarité européenne est un mythe et que l'Union européenne est en train de voler en éclats. Si l'on peut me permettre, cette affaire de coronavirus, il montre que toute la construction européenne, toute cette union sans cesse plus étroite, comme c'est marqué au début du traité de Rome, eh bien, est fondée sur des mensonges. La gestion du coronavirus, ou plus exactement l'absence totale de gestion de cette épidémie, confirme de manière dramatique, spectaculaire, aveuglante, que les intérêts nationaux existent et qu'il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que Macron qui croit encore à l'existence d'une solidarité européenne. Car enfin, qu'est-ce que l'on a pu observer? Que chaque pays européen a gardé ses masques de protection pour lui-même. L'Allemagne,
en a même interdit l'exportation, a bloqué des conteneurs de matériel médical à destination de la Suisse. Le gouvernement allemand a même fait savoir il y a quelques heures qu'il nationalisera les entreprises qu'il estimera d'intérêt stratégique si nécessaire, ce qui d'ailleurs va frontalement à l'encontre de l'idéologie ultralibérale et anti-État qui sous-tend les traités européens. De la même façon, on apprend que le gouvernement italien a décidé, si nécessaire, de privatiser, de renationaliser Alitalia, la compagnie aérienne, puisque les compagnies aériennes, du fait de l'effondrement des voyages consécutifs à la fermeture des frontières, énormément de compagnies aériennes risquent de basculer dans la faillite. C'est le cas d'Alitalia, c'est peut-être le cas d'Air France. Air France qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'elle allait mettre au chômage partiel 80% de ses salariés. Dans le même temps, le gouvernement français, complètement à côté de la plaque, ne rêvait encore il y a quelques jours que de brader Aéroports de Paris qui gère des infrastructures aéroportuaires stratégiques. Et il a tellement manigancé les médias qu'il ne s'est trouvé que 1 100 000 Français pour voter en faveur du référendum, alors même que l'on sait qu'une écrasante majorité des Français sont contre. Et donc, dans cette situation lunaire où plus personne ne comprend rien, on comprend que finalement le gouvernement français a décidé de surseoir provisoirement à la privatisation d'Aéroports de Paris uniquement du fait de la déconfiture actuelle de la bourse, elle-même liée à l'épidémie de coronavirus. On parlait des frontières fermées. La plupart des pays européens ont fermé leurs frontières. Le Danemark, la République tchèque, la Slovaquie, Chypre, l'Autriche, la Hongrie. D'autres pays limitrophes de la France effectuent des contrôles à nos frontières. C'est le cas de l'Italie et de l'Allemagne. La libre circulation des marchandises, qui est un autre credo de l'Union européenne, s'en trouve gravement mise à mal. On apprenait d'ailleurs il y a quelques heures que l'Allemagne a décidé de fermer la frontière avec la France. Et on a vu d'ailleurs de façon pathétique l'Élysée essayer de remonter au créneau pour expliquer que non, qu'en fait on ne s'est pas bien compris, que Mme Merkel est en contact téléphonique très régulier avec Macron et qu'il s'agit de mieux contrôler les frontières. Non, non, non. Bernick, l'Allemagne a décidé de fermer les frontières avec la France. On a d'ailleurs cette situation assez cocasse où l'on voit Macron expliquer que l'abomination de la désolation serait de fermer les frontières, que ce seraient des solutions évidemment scandaleuses, parce que c'est contraire à l'idéologie mondialiste. Mais dans le même temps, tous les autres pays du monde ferment leurs frontières avec la France. La France qui est en passe de devenir finalement le réceptacle, le cluster, comme on dit maintenant, le pire pays du monde en matière de gestion du coronavirus. D'ailleurs, on a pu noter au cours des derniers jours que la plupart des pays de l'Union européenne sont en train de laisser tomber les articles des traités européens. Ils sont en train de remettre en cause la libre circulation des marchandises ou des personnes, la libéralisation à tout va de l'économie, etc., etc. Alors certes, dans Schengen, il y a prévu des clauses spécifiques où on peut fermer les frontières en cas d'urgence et de nécessité absolue. Mais enfin, on voit bien que l'idéologie de la libre circulation des personnes, des marchandises, des biens et des capitaux, cette idéologie est aussi morte que l'idéologie de la solidarité européenne. Il n'y a d'ailleurs guère que la France et que Macron qui continuent à implorer de se conformer aux règles européennes. Mais Macron veut se conformer à des règles européennes auxquelles les autres pays d'Europe ne répondent plus. Devenu le principal foyer mondial de purulence du coronavirus, l'Union européenne a donc entamé sa phase de dislocation qui, à mon avis, va s'étendre jusqu'à son effondrement final. Alors, la question est maintenant de savoir ce que veulent les Français. Est-ce qu'ils veulent continuer à être les éternels sacrifiés de la construction européenne ou est-ce qu'ils vont reprendre en main leur destin, redevenir ce peuple libre, indépendant et prospère qu'il a toujours été dans les grands moments de son histoire? Concrètement, cela signifie que les Français doivent par exemple décider soit de continuer à payer notre contribution nette au budget européen, qui représente quelque chose comme 10 milliards d'euros par an et qui, du fait du Brexit, va pouvoir peut-être monter jusqu'à 14, 15, 16 milliards d'euros,
Cet argent qui est dépensé en pure perte. Par exemple, nous versons chaque année 2,5 milliards d'euros à la Pologne pour que celle-ci s'achète notamment des chasseurs, des avions de chasse, des chasseurs F-35 américains. Est-il normal, est-il légitime que la France dépense cet argent pour des gens qui sont ingrats? Est-ce qu'il ne serait pas plus légitime de renforcer, par exemple, notre système de santé pour faire face au coronavirus, pour ouvrir des hôpitaux de campagne, comme ont su le faire en 10 jours les Chinois? Qu'attend-on pour aller demander de l'aide aux Chinois pour qu'ils nous aident à construire en 10 jours ces hôpitaux de campagne dont nous avons besoin pour soigner l'afflux énorme de malades qui s'annonce et soutenir nos entreprises, notamment les PME, les artisans et les commerçants qui vont considérablement souffrir des mesures de confinement. Oui, on est obligé de prendre des mesures de confinement, mais ça signifie que des PME, des artisans, des commerçants vont avoir un chiffre d'affaires qui va tomber à zéro. Combien vont être obligés de mettre la clé sous la porte, de tomber en faillite? Quel problème cela va-t-il poser aux banques qui leur prêtent de l'argent? Cet argent-là, nous devons absolument, plutôt que de donner de l'argent à la Pologne, à la République tchèque, à la Croatie, etc., qui, dès que nous avons les virus, ont fermé leurs frontières, eh bien, il faut maintenant que la France arrête de verser cet argent à Bruxelles dès demain. Et si M. Macron était un chef d'État, il dirait dès demain, c'est terminé. La France ne verse plus un sou à l'Union européenne. Maintenant, nous allons construire des hôpitaux de campagne pour faire face au désastre ambiant. Dans un précédent communiqué de presse, en date du 31 octobre 2019, que j'ai relu et que vous pouvez retrouver sur notre site, nous avions calculé que la France dilapide chaque année, au titre de sa contribution nette au budget européen, l'équivalent d'une cinquantaine d'hôpitaux, comme celui de Melun dont la construction a coûté 194 millions d'euros. Une cinquantaine d'hôpitaux par an. C'est ça que nous coûte notre participation à l'Union européenne. Ce sont des moyens qui, aujourd'hui, nous font cruellement défaut et leur absence va causer peut-être des dizaines de milliers de morts. Voilà ce que sont les résultats de notre appartenance à l'Union européenne, qui, paraît-il, avait pour objectif, au passage, de faire contrepoids à la Chine. Mais qui vient en aide en ce moment à l'Italie? Et qui demain va venir en aide à la France, sinon la Chine, justement, qui est celle qui nous envoie, qui envoie à l'Italie des tonnes et des tonnes de matériel de soins médicaux, alors que les pays d'Europe, eux, ont fermé leurs frontières. La situation en France pourrait d'ailleurs évoluer dans un sens encore bien plus grave que celui d'une crise économique majeure. Les rangs de la police commencent, semble-t-il, à être également atteints et même ravagés à leur tour par le coronavirus, ce qui nourrit le ressentiment des forces de l'ordre contre l'exécutif, déjà responsable de la dégradation du lien entre la police et la population. Emmanuel Macron et Édouard Philippe pourraient donc se retrouver directement et personnellement confrontés aux Français, notamment aux Gilets jaunes, si de nouveaux mouvements sociaux se développaient. Nous ne sommes peut-être pas très loin de dérapage vers ce qu'il va peut-être falloir appeler un jour un début de guerre civile. Le coronavirus démontre ainsi qu'entre la prétendue construction européenne qui est en train de tout détruire et puis notre santé collective, notre bien-être collectif, notre niveau de vie et même maintenant notre vie, il faut choisir. Les deux sont incompatibles. Seul le Frexit permettra de trancher. Je terminerai de façon très grave et très triste. La France est en train de prendre du retard par rapport à l'histoire. La France vit sur le mythe de la construction européenne alors que tout le monde a compris que c'est terminé. Même les plus européistes des européistes, même des gens comme Jean Quatremer de Libération ou comme Christophe Barbier de l'Express ne savent plus quoi dire. Ils sont là à dire oui, le drame, c'est qu'il aurait fallu une nation européenne. Ils ne savent plus quoi dire, de même que les
partisans de la construction du socialisme en 1989, 90, 91 étaient bouche bée, médusés devant l'effondrement inéluctable d'un système non viable, l'Union européenne, l'utopie européenne est en train de s'effondrer. Et si la France ne s'en rend pas compte, si la France n'a pas le réflexe vital de s'échapper de cet échafaudage qui est en train de s'effondrer sur elle, eh bien alors à ce moment-là, comme le disait Mikhaïl Gorbatchev, elle sera punie par la vie. Et puis la deuxième citation avec laquelle je clôturerai cette intervention tragique, car les temps sont tragiques, c'est une citation tirée d'un texte de la Bible, de l'Ancien Testament, un magnifique texte qui s'appelle l'Ecclésiaste et qui met en garde depuis 2500 ans « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire malheur à toi, France, dont le peuple, de façon étourdie, hypnotisé par des médias, a choisi un enfant pour le diriger, et dont les princes, c'est-à-dire les ministres, les dirigeants d'entreprise, les députés, les sénateurs, les parlementaires, mangent dès le matin. Ça veut dire que, à la différence du peuple qui souffre dans la Bible et qui n'a rien à manger, on voit une petite oligarchie entourant le roi enfant se gaver sur le dos du peuple. Depuis 2500 ans, la Bible nous met en garde « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ». La France ne doit plus avoir, comme président de la République, un enfant gâté, un enfant pourri, un enfant totalement irresponsable de tout le malheur qu'il apporte à la France. Vive la République et vive la France.